si on devait se dire c'est quoi la problématique finalement majeure qui un peu fait basculer de Scrum vers le Fleet Framework, ce serait quoi selon toi la grosse problématique? Améliorer le lien entre Discovery et Delivery Ouais, pour ok. moi, concrètement, et la prise en compte de la vision utilisateur côté développeur. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 5e édition du Dwitch Produit. Alors, je m'appelle Benoît Rosier, je suis CPO et cofondateur d'Advisory, qui est une agence conseil dédiée au métier du produit. Ça fait plus de 10 ans que je fais du product management, donc je suis assez passionné par la discipline et j'ai la chance d'être animateur de ce fameux événement qui est le Dwitch Produit. Alors, pour ceux qui découvrent le concept du Dwitch Produit, qu'est-ce que c'est? Il est 12h30, c'est l'heure de ta pause déjeuner, donc tu as envie de manger quelque chose, tu as envie de manger un sandwich, mais tu as aussi envie d'écouter parler de product management parce que tu es un passionné du produit et tu aimes entendre parler product management. C'est le concept du Dwitch Produit, on mange un bon sandwich, on écoute parler product management. Petite nouveauté pour cette édition, on va introduire juste avant le flashcast DAL le concept de club sandwich. Voilà, on a des noms incroyables pour cette édition du Twitch Produit, mais qu'est-ce que c'est que le club sandwich? On va prendre 3 questions des participants que je vais poser à Guy juste avant le flashcast DAL. Donc n'hésitez pas à poser vos différentes questions et à voter surtout pour les questions qui vous intéressent le plus. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Guy. Bienvenue Guy. Guy, tu es directeur produit chez Fleet. Donc Fleet qui facilite la location, la gestion et le renouvellement du parc informatique. Mais tu vas nous en dire un petit peu plus, notamment avec une super plateforme, un super produit. Donc très heureux de t'accueillir Guy. Peut-être je te laisse un petit peu compléter ta Avec présentation. grand plaisir. Donc moi c'est Guy, donc, ça fait 6 ans que je fais du product management, ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Fleet, je suis directeur produit et je manage aussi depuis peu l'équipe tech et engineering. Fleet, du coup, c'est une plateforme qui va vous permettre de simplifier toute la gestion de votre IT, de la location de parc de devices informatiques, téléphone, ordinateur et ainsi de suite, mais aussi sur la partie sécurisation avec tout un service de MDM qui va vous permettre de gérer à distance et sécuriser vos ordinateurs, déployer un antivirus Bitdefender et d'autres applications aussi. Et donc cet outil va vous permettre tout en un d'avoir accès à un catalogue pour commander vos ordinateurs, une plateforme pour gérer votre inventaire et un outil de sécurisation de vos ordinateurs et de facilitation des onboarding grâce à notre prochain App Store qui arrive d'ici quelques semaines. Qu'est-ce qui t'a motivé Guy à rejoindre Fleet? Il y a 2 ans de ça, c'était pile au moment de la crise des financements des startups. Et Fleet avait 2 grands intérêts que moi j'ai identifiés quand j'ai fait ma due diligence. Un premier, que c'était une entreprise rentable, bootstrap et frugale depuis son lancement, qui réalise actuellement plus de 10 millions de chiffres d'affaires et est présente dans 4 pays, en France, en Espagne, en Allemagne et au UK. C'était aussi une entreprise qui avait des ambitions internationales, l'antenne espagnole avait déjà été lancée, et qu'en plus c'était un poste où on avait la chance d'avoir du management avec l'équipe produit, un designer et un PM, ce qui était assez rare à ce moment-là sur le marché. Donc c'est 3 critères moi, qui m'ont fait flasher pour cette entreprise. Et après, j'avais écouté aussi un podcast du CEO, Alexandre Berich, qui avait expliqué le business model que j'avais trouvé très intéressant et qui m'avait donné envie d'en savoir plus à l'époque. Ce qui est incroyable avec Fleet, c'est que c'est une entreprise qui est bootstrappée, c'est-à-dire que vous avez jamais fait de levée de fonds. Ce qui est finalement assez rare, je trouve, aujourd'hui dans l'écosystème tech. C'est quoi la recette magique de Fleet pour réussir à avoir une belle croissance sans faire des levées de fonds? Alors il y a 2 choses, je pense qu'Alex et Séval, les fondateurs, ont construit un business model hyper pertinent et intéressant pour avoir toujours un BFR, un business en fonds de roulement, qui est positif, puisque du coup on passe par des leasers avec qui on travaille, et qui nous permet du coup de payer plus tard nos suppliers, donc ce qui nous permet d'avoir ce BFR positif. Et puis après, il y a la gestion des costs et des équipes. On est hyper frugal, on fait attention à tous nos coûts. Ils ont très rapidement embauché un directeur financier qui veille à ça. Et du coup, on essaye de construire les choses de manière organique au fur et à mesure, en choisissant aussi côté produit dans notre roadmap des sujets qui vont vraiment impacter positivement tant la diminution de nos costs que l'augmentation de notre chiffre d'affaires.
Canon. Et dans ta présentation, juste pour finir, et puis après on passera au choix de ton sandwich, tu as dit que tu manageais à la fois l'équipe produit et l'équipe engineering. Oui, tout à fait. Comment tu fais ça? C'est tout récent, Ouais. pour être totalement honnête. Donc du coup, c'est en train de s'organiser au fur et à mesure. L'équipe technique, c'est 4 à 6 personnes chez Fleet et l'équipe produit, c'est 3 personnes. Ça permet en fait, et l'un des grands intérêts, c'est d'avoir une seule vision et une seule mission qu'on distribue de manière très transparente à toute l'équipe. Et ça permet d'améliorer aussi les interdépendances et la manière de travailler ensemble. Je suis pas initialement issu d'école ingénieur, donc j'ai surtout une bonne connaissance du produit et j'ai une bonne connaissance techniquement de comment fonctionne Fleet. Donc je ne vais pas aller challenger concrètement le développeur dans son travail et dans son code, mais à l'inverse, je vais le challenger sur la partie architecture technique qu'on va établir et définir ensemble. Et après, on a des points réguliers en fait, de management concrets qui sont plus des points de management de carrière, de feedback ou autre, pour lui apporter sur le plan humain, sur le plan organisationnel, mais aussi faire grandir nos développeurs sur la partie business. Et c'est quelque chose qui est chez nous très importante. Et du coup, manager des profils techniques sans avoir cette expertise technique, comment ça se passe? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que ça te permet... C'est vrai que c'est un nouveau rôle, je trouve, qui émerge dans ce rôle de CTPO, qu'on retrouve dans plus en plus de boîtes. Effectivement, pour toi, il y a de la valeur ajoutée du coup à ce rôle-là. Je pense qu'il y a de la valeur ajoutée sur la partie vraiment transmission, la partie business, vision, mission, et avoir vraiment une seule manière de travailler uniforme et de résolution des conflits, qui permet d'accélérer ça. Ça permet aussi d'avoir un œil neuf sur la manière dont chacune des équipes travaille, concrètement, sur la partie entre autres technique. Je pense que le fait de ne pas avoir de background technique, c'est pas un frein. Si on a déjà un historique sur les sujets, soit dans l'entreprise, soit de manière globale, sur des sujets très techniques. Par le passé, j'avais été sur un produit qui était une base de données avec un référentiel client en SQL, avec que des API, il n'y avait pas de front, et j'avais très bien su gérer pendant un an. Donc je pense qu'on apprend aussi sur le tas de ce côté-là. Et après, il faut savoir vraiment aller interroger le développeur, avoir quelqu'un qui concrètement déjà va pas essayer de nous enfumer, mais surtout aller interroger avec la règle des 5 pourquoi, pour essayer de bien s'assurer, de bien comprendre et ainsi de suite, afin d'aller prendre nos décisions. Et j'ai de confiance aussi dans le travail de chacun et dans le choix. Et il faut choisir des développeurs aussi qui acceptent ça. Nous, au moment là, dernièrement, on a recruté un développeur. L'information avait été très clairement affichée, que c'était un profil non technique, business, qui allait leader toute l'équipe. Pourquoi avoir vraiment un profil qui fit avec ça, qui accepte ça et qui sera à l'aise aussi, parce que je sais qu'il y a des profils techniques qui peuvent l'être un peu moins. Ok. Merci pour ta présentation, Guy. Alors, on va passer maintenant au choix du sandwich. Alors, comme vous le savez, on demande à nos invités de choisir un sandwich parmi 3 sandwichs potentiels. Donc, le premier sandwich potentiel, c'est le jambon beurre. Donc, voilà, le jambon beurre, c'est 150 ans d'expertise méthodologique à la française. C'est un savoir-faire très particulier, le jambon beurre. Donc, quand on choisit le jambon beurre, l'idée, c'est plutôt de parler d'un sujet d'expertise spécifique. On a le pain bagna. Donc, le pain bagna, c'est le sandwich qui sent bon le soleil et les cigales. On apprécie ce sandwich. On se voit déguster un bon pain bagna en regardant la mer à Nice. Donc, c'est un sandwich assez sympa. A contrario, et donc quand on choisit le pain bagna, on choisit plutôt un succès produit. Et à contrario, il y a le dernier sandwich qui est le triangle, le sandwich triangle. Donc c'est le sandwich qui sent mauvais le pot d'échappement. Donc on mange sur une aire d'autoroute parce qu'on n'a pas trop d'autres choix. Et donc quand l'invité choisit le sandwich triangle, c'est plutôt pour nous parler d'un échec produit. Alors Guy, qu'est-ce que tu as choisi comme sandwich ? On a invité aujourd'hui Nice à Paris. D'ailleurs, il y a du soleil, donc on en profite. Et du coup, on a choisi le pain bagna pour aller expliquer pourquoi on a tué Scrum pour accélérer nos process de delivery et discovery. C'est quelque chose qu'on a fait assez récemment, 6 mois, donc on ne va pas parler de 150 ans d'historique comme le jambon beurre. Mais à l'inverse, c'est un succès et ça a permis d'améliorer concrètement nos pratiques communes tech et produits et la vélocité in fine de l'équipe avec la communication stakeholder. Et donc, c'est ça qu'on va partager aujourd'hui en termes de succès. Comment vous est venue l'idée d'abandonner Scrum? Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 70% des équipes produits qui utilisent Scrum. Je pense que le reste doit être soit du Kanban, soit effectivement des méthodos plutôt maison. C'est assez original comme décision. C'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Ça n'a pas été une décision actée comme ça du jour au lendemain. Demain, on arrête Scrum. Ça s'est fait en itérant en fait, sur nos pratiques. On a une équipe de dev qui est totalement full stack. Et donc souvent, en fait, le développeur va avoir sa propre feature sur laquelle
il va être amené à travailler de manière autonome. Et du coup, sur des sprints d'équipe, avec des sujets, des user stories interpriorisés, ça avait moins de sens, premièrement. Donc on s'en est rendu compte. Et puis on avait instauré ce qu'on appelle chez nous le kick-off, qui permet de lancer le développement de cette feature-là, qui est un moment qui est devenu de plus en plus majeur. Et on s'est rendu compte que finalement, suite à ces différents aménagements qu'on faisait, le sprint en lui-même était plus là pour bouger des tickets. Vraiment, on va dire ça de manière un peu vulgaire, mais on bougeait des tickets et les décisions elles avaient déjà été prises en amont. Les développeurs étaient déjà au courant et ça apportait assez peu de valeur ajoutée. On faisait du compte de points de vélocité et ça apportait plus de frustration et de discussion qu'autre chose, que de réussite dans les projets. Ça ne permettait pas non plus de prendre en compte la gestion des bugs et des demandes des announcements, demandes des stakeholders, qui on avait beau les interprioriser, étant donné que le développeur était sur son sujet, quand on les ajoutait au sprint, finalement c'était un peu les derniers sujets et les parents pauvres qui étaient faits par l'équipe, et on se retrouvait du coup juste à déplacer ces tickets-là de sprint en sprint, avec des tickets qui étaient du coup un historique de 6 mois, et qui étaient toujours dans le sprint en cours, mais qui n'étaient jamais catchés et calés. Donc la valeur, on se rendait compte, était en train de diminuer de Scrum, et donc au fur et à mesure, on a remis en cause nos pratiques grâce à des rétros faites tous les mois. Initialement, c'était toutes les 2 semaines, maintenant tous les mois, et ça nous a permis de prendre cette décision qui a été faite en fait par rapport à ce qui avait été mis en place, et en regardant l'utilité in fine, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de besoin, donc on a discuté au sein de l'équipe et il y avait eu un consensus sur le sujet, in fine. Ok, donc c'est une décision collective, Ouais. c'est toute l'équipe qui s'est dit là ça fonctionne plus, il faut qu'on trouve une autre méthode qui nous signe mieux quoi. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, donc au fur et à mesure des rétros, on rajoutait des process, on changeait nos process. Et après 1 à 2 mois de travail, on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait plus de Scrum concrètement. Ouais. Donc, et que le sprint n'avait plus de valeur ajoutée. Et donc, on a discuté tous ensemble en équipe durant une rétro. Je suis arrivé avec cette idée qui a été validée par tous, où tout le monde trouvait que ça fonctionnait bien, la nouvelle organisation. Et on y reviendra dans l'échange, mais il s'avère que la satisfaction au global de toute l'équipe a énormément progressé sur la façon dont les méthodes de travail, alors même que Scrum tendait à l'époque à plus de contraintes et à plus de problèmes au sein des équipes. Oui, donc en fait ce que tu dis, et je pense que c'est intéressant, c'est pas un moment, il y a une personne qui s'est dit Eureka, on va arrêter Scrum, c'est plutôt un process voilà, de maturation où progressivement vous avez fait évoluer vos modes de fonctionnement organisationnel jusqu'à un moment où vous vous êtes dit bah, en fait on a tellement bougé que on fait plus de Scrum quoi. Tout à fait, on est resté agile, donc on fait de l'agile, et l'agile, c'est ça, c'est savoir faire de l'itératif et remettre en cause ses manières de bosser pour itérer ce qu'on a fait, ce qu'incite Scrum. Et j'ai envie de dire, Scrum, c'est une très bonne première base, on pourra en discuter plus tard, pour une équipe au début pour commencer à s'organiser. Et après, il faut savoir aussi adapter la méthode à son environnement, et c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure pour se rendre compte qu'en fait, finalement, Scrum s'était épanoui et on ne l'utilisait plus. Donc plus de sprint. On n'a plus de sprint actuellement, non, tout à fait. On est vraiment en mode Kanban. Donc chaque dev a ses tickets qui lui sont attribués. Il y a quatre grands moments. Il y a les tickets current, les tickets next, les tickets faits dans le quarter et les tickets later. Et donc ça, cette comitologie-là, elle est utilisée tant au niveau Epic feature que derrière user story. Et à partir du moment où le dev finit sa feature et la met en production, on regarde avec lui tous les tickets next qu'on va mettre, qu'on lui attribue pour le cycle current, qui est un cycle continu concrètement, sans fin. Et donc c'est souvent des tickets après une mise en prod de feature qui sont plutôt des bugs et announcements pour aller prendre en compte justement ce backlog-là, qui est un peu moins feature-driven, mais qui c'est beaucoup plus par rapport à des problèmes réguliers qu'on a et qu'il faut catcher. Ok. Ce que je te propose, c'est que on aille justement un petit peu sur les problématiques que vous avez identifiées, parce que ce que tu dis, c'est que c'est effectivement un process où vous avez dit durant les rétrospectives, bon bah ça fonctionne pas trop, ça fonctionne pas trop, ça fonctionne pas trop, qui vous a fait évoluer et changer vos modalités d'opérer. Justement, quelles étaient les problématiques majeures que vous avez pu rencontrer avec Scrum? Il y a une première problématique majeure qui était le manque de collaboration entre l'équipe produit et l'équipe technique. Donc l'équipe technique était dans son sprint concrètement, et le PO et le product manager et le designer étaient souvent un peu à côté, trop en amont, et donc ça posait pas mal de problèmes. Le développeur était trop lié à son user story et il avait du mal à avoir aussi la vision d'ensemble, ça va avec ce côté-là. Ouais, donc un peu une logique client-fournisseur, en gros, c'est Ouais, le un peu product trop. qui décide et les devs qui font quoi. Et alors qu'on avait plus envie qu'ils comprennent la valeur ajoutée des features et qu'ils participent un peu à la discovery et qu'il y a un vrai lien entre cette discovery et delivery qu'on n'avait pas concrètement. Et c'était un des vrais problèmes qui a été identifié, qui a fait qu'on a remis en cause notre organisation
derrière. Et puis enfin, il y avait un manque de vélocité. On se rendait compte que la vélocité, elle ne s'améliorait pas dans le temps. Elle avait eu plutôt tendance à baisser sur le dernier trimestre. Et donc, on a voulu aussi changer nos méthodes de travail pour améliorer ça. Ok. Et donc, quand vous étiez sur un mode Scrum, comment ça se passait historiquement, la discovery, justement, qui est pas vraiment intégrée dans le cadre Scrum, comment vous faisiez votre discovery? Est-ce qu'il y en avait, ou c'était mal fait, ou c'était fait à la louche? Comment ça se Il y en avait passait? qui étaient faits par l'équipe et par moi-même directement à un niveau feature, et après directement on divisait en fait en user story qu'on donnait un peu aux développeurs au moment du sprint planning. Souvent en fait du coup on finissait la discovery et les tickets un peu en dernière minute, donc on n'avait pas le temps d'aller prendre le temps de présenter correctement à l'équipe de développeurs et ça se retrouvait ajouté au sprint planning en dernière minute, donc ça avait ça comme premier problème. Et après la discovery on la faisait donc avec pas mal de feedback client et d'interviews qui étaient déjà effectués et qui par la suite on définissait, on identifiait l'ensemble des problèmes, on listait et on faisait un wireframe qui nous permettait de solutions qu'on allait tester auprès des utilisateurs jusqu'à itération et validation de celle-ci. C'était fait de manière en continu classique, sans guide et et à la feature selon le besoin concrètement, mais sans méthode. Ok. Et donc là, on a balayé plusieurs problématiques que vous aviez rencontrées. Si on devait se dire, c'est quoi la problématique finalement majeure qui a un peu fait basculer de Scrum vers le Fleet Framework, ce serait quoi selon toi la grosse problématique? Améliorer le lien entre Discovery et Delivery pour moi, concrètement, et la prise en compte de la vision utilisateur côté développeur, qui va en fait ensemble. Ouais, ça c'est sûr que c'est une énorme problématique que je partage au niveau de Scrum. Finalement, la discovery n'est pas prise en compte. Et donc, en fait, il y a un énorme biais, je trouve, avec ce framework, qui est que quand on se dit « je vais faire du Scrum », il y a certaines équipes qui oublient du coup la partie discovery et qui deviennent un peu des machines à créer des features au lieu de devenir des machines à créer de la valeur. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, je trouve qu'il y a un enjeu, c'est qu'on présente beaucoup la dev team. Donc on parle vraiment de cette dev team. Et du coup, le produit, c'est une personne à côté. Le PO est une personne à côté qui pourrait faire partie des dev team. Mais la façon dont c'est adressé, dont c'est présenté dans Scrum, oublie qu'en fait, il y a une ensemble de tech team qui est là pour un seul et même objectif de produit. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont responsables du produit, c'est pas uniquement le product manager, c'est l'ensemble de l'équipe produit. Tout à fait. Surtout quand on est une petite équipe, je trouve ça très important. Ouais, c'est clair. Du coup, les problématiques, c'est assez clair. Peut-être ce que je te propose, c'est que justement, on aille creuser un peu plus spécifiquement la partie discovery que vous avez mis en place dans votre nouvelle façon de fonctionner. Ouais, tout à fait. La nouvelle méthode de discovery, très clairement, on a une équipe assez junior initialement dans mon équipe produit chez Fleet. Donc j'ai cherché des méthodes et des bonnes pratiques qui allaient permettre de guider ces profils juniors et de simplifier leur travail pour toujours avoir des grandes étapes à atteindre. Premièrement, il y a eu deux choses qui nous ont pas mal fait avancer. Il y a eu Discovery Discipline qui a été fait par Rémi Guillot et Tristan. Et puis il y a eu une discussion qu'on a eu la chance d'avoir chez Fleet avec Marc-Antoine, qui est ancien CPO de Conto et maintenant founder chez Pivot, qui nous a pas mal fait bouger nos idées qu'on avait préconçues sur les méthodes de travail, tant qu'en banque de Discovery et de Delivery. Et donc par rapport à ça, on a pris les meilleures idées de ce qu'on a vu dans ces deux discussions et frameworks, et pour en faire notre propre proposition de valeur qui permet de guider nos équipes produits dans la discovery en suivant en grande partie le guide de discovery discipline concrètement, mais aussi en le mettant un peu à notre sauce. Il y a certaines étapes qu'on fait en une étape parce que ça simplifie la vie, ça correspond plus à nos méthodes de travail. Il y a certaines étapes aussi qu'on a changées, par exemple le launch tweet. Nous on est une boîte B2B, notre principal canal c'est LinkedIn, donc je trouvais que ça avait beaucoup plus d'intérêt, même si on perd le côté un peu court et intéressant du tweet, de commencer directement à bosser avec l'équipe marketing pour établir un support sur LinkedIn qui serait publiable et donc l'utiliser par la suite vraiment le jour J de la mise en production. Et donc on a vraiment maintenant ces étapes-là où du coup il y a toute une phase d'identification des problèmes, de choix de la donnée au début qui n'était pas assez fait ça, et c'est le grand intérêt de Discovery Discipline, c'est de choisir cette donnée dès le début qui va nous accompagner et nous guider dans nos choix. Et après au fur et à mesure on fait les différentes étapes avec le user flow et le benchmark que nous on a fusionné en un parce que souvent en fait c'est des choses qu'on faisait en commun et en même temps et c'est à l'inverse de livrables, mais ce que j'ai demandé à mes équipes c'est de toujours bien justifier leur choix, et donc dans le support qui est effectué par tout le monde il y a aussi tout le process de réflexion qui nous permet après de justifier le livrable et de challenger du coup
tant le rendu côté produit que de justifier nos choix auprès des équipes métiers et de poser une vraie discussion derrière, concrètement. Voilà. Ce que moi j'aime aussi beaucoup dans ce Discovery Discipline et que ça me permettait de donner à mes équipes, en dehors du fait qu'il y a le choix de la donner au début, c'est le mindset de benchmark et des golden nuggets, de se dire en fait il y a des gens qui sont meilleurs que vous et utiliser leurs bonnes pratiques dans le domaine de l'UI et de l'UX. C'est hyper important d'avoir des habitudes et donc réutiliser ça. C'est quelque chose que moi j'incitais déjà énormément et ça me permettait aussi, j'avoue, de justifier ce que je disais à mes équipes au jour le jour. En fait, il n'y a pas que moi qui vous dis ça, faites du benchmark, etc. C'est aussi marqué ici avec le Golden Nugget. Donc, il y a une bonne pratique, il y a quelqu'un qui a fait un livre. En externe, des gens le disent, on le dit en interne. Donc, là, en fait, s'il n'y a pas de benchmark, ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de recherche, je considère, et allez plus loin dans votre recherche avant de me proposer une solution. Voilà. Ça permet en fait cet avantage-là d'avoir vraiment un guide et aussi de justifier ce qu'on dit à ces équipes juniors en leur montrant en fait il y a d'autres personnes qui font ça et qui ont ces bonnes pratiques-là. Donc inspire-toi, même si tu les appliques pas à 100%, ça va t'aider. Ok. Et nous, ça nous donne aussi un support pour bosser derrière avec l'équipe technique et leur présenter ça lors de réunions qui sont faites avec des meetings dont on parlera par la suite qui sont la design en mode ticket review et le kick-off pour lancer le développement. Et vu qu'on est sur des devs full stack, ce doc en fait de Discovery Discipline, il est vraiment le cadrage global de notre feature et de là où on va aller. Et au fur et à mesure, au besoin, on va redécouper ça en plusieurs features si nécessaire. Ok. Et concrètement, qui s'occupe de la Discovery chez Fleet? C'est l'équipe PM et design, les deux à la fois. Donc selon les différentes étapes, les personnes vont leader la partie. L'interview utilisateur est plutôt l'idée côté design chez moi et la côté benchmark aussi. Et après, le cadrage va être plutôt fait côté PM. Et le PM participe plutôt en side actuellement. On lui demande d'être plus présent sur la partie delivery vu qu'on a un profil plutôt junior. Et à grosse Et maille, après, il y a aussi nos fondateurs et moi qui sont présents dessus. Il y a tout un cycle qui est fait par nos deux fondateurs régulièrement pour aller rencontrer des clients et avoir une rencontre client par semaine afin de faire de la discovery. Plus moi, et moi j'en fais de deux manières, via des interviews spécifiques, mais aussi il y a des échanges clients que j'ai régulièrement, puisque toutes les semaines je suis amené avec les sales à aller rencontrer des clients pour convaincre sur nos différentes solutions et services. Et c'est là aussi où on récupère énormément d'input. Ok. Et du coup, au niveau product manager, tu dirais qu'à grosse maille, ils font combien de pourcentage de leur temps dédié à de la discovery et combien de pourcentage de leur temps dédié au delivery? Product manager, ça va être peut-être 30-70, Ok. et côté designer, ça va être plutôt l'inverse. Donc 30 discovery, 70 delivery. Tout à fait, ouais. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Précision. Ok. Mais oui, non, après il y a un mythe où tout le monde dit qu'il faut faire beaucoup de discovery. Oui, il faut en faire. Mais in fine, ce qui est important, c'est que la mise en production soit faite, la feature soit présente en production. Parce que c'est là aussi vous allez avoir du feedback. Donc vous dérisquez énormément grâce à la discovery. Avec la mise en production, vous vous assurez de savoir si c'est un succès et d'itérer pour améliorer vos solutions. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut mettre des petits lots régulièrement et rapidement en production. Et donc, il faut mieux énormément découper afin d'apporter de la valeur régulière et d'avoir du feedback. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de nos erreurs et qu'on va pouvoir itérer. Il y a des choses qu'on peut faire tester, mais il y a des choses qu'on ne fera jamais bien tester. Sur des moments de passage de commande, de panier et autres, est-ce que la personne met vraiment sa carte bancaire? In fine, c'est qu'en production, vous savez. Et justement, entre le moment où globalement vous avez une idée de feature, où vous avez identifié une problématique, et le moment où vous mettez en prod, c'est quoi à peu près le time to market Sur des petits sujets, ça peut être en une semaine, Ok. concrètement. Sur des plus gros sujets, ça peut mettre 3 mois, le temps Ok. de faire une discovery. Là, par exemple, on va sortir la capacité à installer des applications à distance grâce à notre MDM qui permet de déployer et de gérer les ordinateurs à distance. Ça, c'est une idée qu'on a depuis de longs mois. La discovery, ces feedbacks clients, on les a eu depuis 6 mois dessus. Le temps de prioriser et le temps de travailler dessus, d'identifier ce qu'on voulait mettre dessus et ainsi de suite, ça fait 3 mois qu'on est dessus. Ok. Ok. Et dans cette phase de discovery, est-ce qu'on a des développeurs qui y participent ou ils sont uniquement sur la partie delivery? Ça dépend. Alors, sur des sujets très techniques, ils vont être hyper intégrés, puisqu'on bosse par exemple avec des partenaires type des leasers par API, avec PayFit sur l'intégration RH ou ainsi de suite, ou avec le déploiement d'applications. Il y a un sujet d'API, comment on le gère avec notre partenaire VMware. Donc là, ils sont intégrés dès le début, entre autres pour nous assurer que la solution elle soit réellement faisable. Donc on a eu tout un atelier par exemple avec VMware d'une heure qui nous a permis de nous assurer de la faisabilité de notre solution et d'itérer tous ensemble dessus. Ça, c'est le premier sujet. Sur des sujets très front, beaucoup moins pour garder plus d'agilité. Et à l'inverse, c'est sur le cycle final où on va récupérer leur feedback. Au moment des tickets, on fait toute une revue du design pour qu'ils puissent nous faire
des feedbacks et derrière itérer dessus. Après, on est en train là, justement d'itérer un peu sur ça, parce qu'on se rend compte que c'est pas suffisant. On a une instance, nous tous les mois, on parle de discovery dans l'équipe produit et on va intégrer les leads de tech pour qu'ils y participent. C'est une instance où on revoit tous les interviews qui ont été faites, on fait des sessions de regard des duo jars pour se forcer à tous et apporter un regard critique dessus. On écoute des calls commerciaux pour voir comment ça s'est passé. Et donc, ça permet de bien voir la valeur client de ce qu'on effectue. Et je pense que ça a une énorme valeur pour nos devs seniors et nos deux lead tech d'être présents dans ce genre d'instance et d'aller voir la valeur métier. Okay. Tu voulais nous parler de 2 instances, la Design Ticket Review et le Kickoff, qui sont spécifiques à Fleet. Est-ce que tu nous en dirais pas 2 mots? Tout à fait. Donc après toute cette phase de discovery, on a notre phase de design and ticket review où là le développeur, le designer et le PM se posent ensemble pour revoir tous les designs. Il y a une phase itérative dessus qui est effectuée en live pour prendre en compte les feedbacks par rapport au design system, ce qui a été implémenté, les difficultés que ça pourrait rencontrer et itérer dessus concrètement. Et puis après, il y a toute une phase qui est le ticketing, où là, on a un premier découpage qui a été fait. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le PM a beau faire un premier découpage, il manque toujours des tickets. Il y a des tickets techniques, des tickets spécifiques, ou alors ça n'a pas été assez découpé, et ainsi de suite. Et donc, ça permet d'avoir le point de vue de la personne technique, d'avoir des tickets qui correspondent aussi à son besoin. Tout développeur n'a pas les mêmes besoins. Donc, on s'adapte aussi grâce à ça à eux, et de prendre en compte leurs besoins aussi en amont, s'il manque des informations dans les tickets ou autres, d'aller les rajouter ou d'apporter des précisions. C'est donc à ce moment-là que cette phase est faite là. À la fin, tous ces tickets sont chiffrés par la personne en charge du sujet et qui va partir en développement. Et au besoin, durant cette instance-là, on valide que tout est essentiel. Donc il y a toute une phase où en fait, tout ce qui est en nice to have, should have, va être enlevé et mis dans une feature par la suite pour avoir le plus petit projet qui part en dev concrètement. À partir de là, du coup, on laisse souvent 1 à 2 journées parce que le développeur est déjà sur des bugs et announcements pour qu'il puisse les finir. Entre 2 features en fait qu'il développe, il y a toujours 3 jours à 1 semaine où il est sur ces sujets-là, des bugs et announcements réguliers pour aller prendre en compte cette charge-là. Parce qu'il y a un peu le cooldown aussi de son côté pour qu'il puisse prendre en compte les nouveaux bugs de sa nouvelle feature. Concrètement, c'est un peu ça l'idée. Et puis après, du coup, il rebranche sur un nouveau cycle de développement, une nouvelle feature où là, le jour J, il y a un kick-off, le jour du lancement. Et là, on repartage vraiment, est-ce qu'on a vraiment tout? Est-ce qu'il y a encore des inconnus? Si oui, c'est lesquels? Par rapport à ce chiffrage-là, est-ce qu'on est sûr du chiffrage? Ok, on le challenge ensemble si on voit qu'il est trop haut et si on peut redécouper. On s'assure concrètement d'avoir tous les éléments de langage pour communiquer, parce que le développeur va être en charge de communiquer en interne la nouvelle feature. C'est lui qui va faire l'email et ainsi de suite. Et donc, on écrit pour lui le message qui sera avec lui, le message qui sera envoyé, ce qui permet du coup de nous assurer que la bonne valeur client soit communiquée aux sales, ce qui est arrivé avant, c'est pas toujours le cas, et donc on a corrigé ça grâce à ça. On définit si avant la mise en production, il y a des étapes à faire de QA essentielles, en dehors de la QA classique qu'on va faire et de non-régression. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer aux équipes métiers? Est-ce qu'il y a besoin de communiquer en avance parce que c'est un gros changement sur un parcours majeur? Par exemple, sur l'order, il a été défini dans notre format, dans notre notion de kick-off, qu'à chaque fois que c'est le parcours de commande d'un device sur Fleet, on communique en amont aux sales et on envoie la deploy pour qu'ils puissent tester. Et on effectue de la conduite de changement. Alors qu'il y a d'autres parcours pour lesquels ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est défini avec une grille qui est ajoutée dans le log de kick-off. Et puis enfin, le développeur, il va nous donner 2 dates. Il va nous dire, donc moi, le premier ticket, tous les derniers tickets que j'aurais fait, le dernier ticket, il sera ready à telle date. Et l'ensemble de la QA, vous pourrez l'effectuer à ce moment-là. Elle aura été faite en continu au fur et à mesure des déploiements. Mais tous les tickets avec la QA finale, elle sera faite telle date. Et je mettrai en production à telle date. Avec donc un objectif, du coup, qui nous permet d'enclencher vraiment des communications derrière en interne de quand est-ce que ça sort auprès des fondateurs, mais aussi auprès du marketing et des sales. Donc on est d'accord, le kick-off, on décide de ce qu'on va embarquer sur le sprint de delivery. On est d'accord. Du coup, sur son cycle Kanban. Ouais. Et on décide vraiment des donc tickets. Ceux qui décident, c'est qui? C'est toi, c'est le CEO, Non, c'est moi et le PM et le développeur toi en et charge. le PM. Ok, le développeur en charge. Ok, donc, d'accord. C'est vraiment un kick-off où on est. Je suis présent, pas toujours, mais sur ceux les plus importants, je suis présent. C'est le PM, le designer et le développeur en charge de la feature qui, durant le kick-off, définissent les tickets de la feature qui sont pris en charge. On valide la communication qui sera faite en interne et les dates du coup de mise en production. Et si t'es pas d'accord avec ton PM, par exemple? Après, on discute et on tranche. Mais du coup, là, ça dépendra de la discussion et des retours. Et c'est tous les combien de temps? Dès qu'il y a une feature qui va être lancée en développement.
Donc on a 4 devs, donc souvent il y en a un par semaine en fait. Ok. Parce qu'on est sur des cycles courts, il y en a 1 à 2 par semaine concrètement. Ok. Parce que du coup, ils finissent leur feature, ils ont une petite semaine de cooldown spécialisé dev et announcement, et ils recommencent une feature, et donc on fait le kick-off au moment du lancement de la nouvelle feature. Ok. Donc après, ça dépend de eux quand ils ont fini leur ancien projet. Là, par exemple, on part sur un gros projet côté Nelly, qui est dans mon équipe de développement. Elle va à minima avoir 2 à 3 semaines de dev. Après, Mathilde, qui est aussi présente, elle est sur un plus petit projet d'une semaine. Et Mathias, c'était un projet de 2 semaines. Donc, en fait, on s'adapte à ces rythmes-là. Nous, ça nous permet d'avoir de la prédictibilité de quand est-ce qu'on doit avoir nos prochains sujets prêts pour chaque développeur. De prioriser par rapport aussi à quand est-ce qu'ils ont fini la complexité qui va gérer chacun des sujets. Et donc, tous les mois, on réarbitre par rapport à ça. Et on arrive à visualiser jusqu'à où on va aller dans notre roadmap, concrètement. Ok, ça marche. Et donc, effectivement, une fois qu'on a pris la décision en kick-off d'embarquer certaines fonctionnalités, là, on passe sur la partie delivery. Et donc là... cycle classique où le développeur libre en continu ses tickets avec QA en continu jusqu'à la date de mise en production où il communique du coup. Ok. Voilà. Et donc le deal, c'est en fait d'atteindre la date de développement. Ce qu'on se rendait compte, c'est qu'en fait avant, on manquait comme on pouvait difficilement communiquer, on était difficilement prédictible sur nos dates de sortie en interne. Donc ça nous a permis de corriger ça, d'avoir ce format kick-off avec une date bien définie. Ça a aussi enlevé l'effet qu'on pouvait avoir c'était une fois. Ah mais en fait j'avais d'autres sujets plus prioritaires et donc hier j'ai pas bossé sur ma feature. Et mais du coup cette feature elle est hyper importante, elle était plus importante que ton sujet et tu n'avais pas communiqué auprès de nous que tu allais bosser sur ce bug là qui n'était pas important. Et donc ça avait des effets déceptifs et on se retrouvait du coup à des features qui duraient plus longtemps que prévu. Si on regardait vraiment le chiffrage global en rajoutant de l'incertitude et du risque, on se retrouvait quand même avec 1 à 2 semaines en plus quoi. Donc, ça nous a vraiment permis de dérisquer ça, d'avoir un engagement. Donc, du coup, le développeur il définit cette date-là et il s'engage pour la feature. Je vais être prêt le 12 mai et ça sera en production le 12 mai. Et donc, il y a un engagement tacite. Et après, si c'est pas atteint, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que est-ce que c'était mal cadré? Est-ce que c'était, il y a eu d'autres sujets qui n'ont pas permis d'atteindre ça parce qu'il y avait trop de bugs qui étaient devenus moins critiques et ainsi de suite. Sachant que du coup, il nous envoie toutes les semaines vraiment un email. Vu qu'il n'y a pas de sprint d'équipe, d'organisation, on est vraiment hyper auto-organisé de nous-mêmes. Concrètement, côté produit, je dispatch. De mon côté, je donne les infos au PM et dev senior. Chaque équipe a ses features. Et après, du coup, il nous envoie toutes les semaines un email en nous disant cette semaine, je suis sur ça. J'ai avancé de tant de points, il me reste tant de points à faire sur la feature. J'ai corrigé tant de bugs, dont Xbug critique, Xbug must-have. Et la semaine, je vais continuer à travailler dessus. Je ferai ça en plus cette semaine. Et j'ai programmé ça. Et en fait, eux-mêmes savent déjà ce qu'ils vont faire dans les prochaines itérations, dans nos communications régulières qu'on fait. Et donc, ils nous le recommuniquent par email. À la fin, il y a ce qu'on appelle le pain. C'est des problèmes qu'ils ont rencontrés dans la semaine qui vont nous indiquer, qui nous permettent de comprendre aussi la performance qu'ils ont eue sur le nombre de points qu'ils ont délivrés en termes de vélocité. En fait, j'ai pas beaucoup délivré parce que j'ai eu un gros problème et le voici. Souvent, c'est des problèmes qu'on n'avait pas en daily, on se rendait compte, alors que c'est quand même l'objectif du daily, ni en rétro, parce que c'était trop sur l'équipe. Et donc, ça nous permet vraiment de faire un complément d'information assez important, on s'est rendu compte, ce pain dans les emails. Et grâce à ça, en fait, l'équipe est vraiment auto-organisée toute seule sans avoir ce sprint planning et ce meeting un peu grande messe qu'on avait toutes les 2 semaines à l'époque. Mais du coup, c'est... Parce que donc, si je te suis bien, effectivement, chaque développeur va développer son ticket pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction de ce qu'on a identifié durant la discovery et des discussions du kick-off. Mais du coup, les développeurs, ils ne travaillent plus ensemble. Parce qu'il y en a un qui va bosser sur une feature pendant 2 semaines, un qui va bosser sur une feature pendant 6 semaines. Du coup, tu perds pas un peu quand même, tu vois, en cohésion, collaboration au niveau de l'équipe de dev? On s'assure d'avoir 2 squads déjà qui continuent quand même à travailler ensemble sur des sujets communs. Sur la partie, en fait, travailler ensemble, c'était déjà pas le cas avant. Vu qu'on avait des devs full stack, ils étaient déjà autonomes sur toutes leurs features, ils sont déjà full stack. Et donc, en fait, il n'y avait pas tellement ce lien commun et dépendance qu'on avait à gérer, qui est intéressant dans Scrum quand tu as des devs front et devs back dans une seule et même équipe pour gérer ça. Et en réalité, après, sur des sujets plus techniques, de formation, de code review et ainsi de suite, ça continue à travailler ensemble. Parce que le développeur, quand il met en production, il met rarement en production tout seul. Il y a toujours cette code review avec ses bonnes pratiques qui en ressortent, ses retours en interne, l'entraide sur des sujets. On essaie de faire tourner les sujets. Par exemple, un développeur a travaillé sur l'MDM. Sur un autre feature, ça va être un autre développeur qui est lié au MDM aussi. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont être amenés à discuter ensemble des problématiques, demander du savoir et ainsi de suite.
Et, Voilà. et du coup, d'un point de vue pilotage, parce que là, effectivement, tu as combien de développeurs par équipe En tout, on est entre 4 et 6, ça dépend des moments. Ok, Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est une petite équipe, donc nous, ça nous ouais. permet d'aller gérer ça. Quand tu as des équipes un peu plus grosses, il faut dire, Ouais. il y a une organisation qui doit s'adapter, Parce que évidemment. tu vois, si tu as une dizaine de personnes dans l'équipe, en gros, il faut que tu arrives à bien identifier quand telle personne va terminer telle feature. Je pense qu'il y a aussi une logique d'appétence, c'est-à-dire, je préfère bosser sur telle feature que telle feature, ou bon, voilà, le développeur, même s'il est full stack, peut-être qu'ils sont plus seniors, plus juniors. Ce modèle-là, qui fonctionne pour vous, est-ce que justement tu penses que il fonctionne, Je pense qu'il y aura des adaptations à faire, ouais. pour être transparent. Mais je pense que ça peut fonctionner. Après, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment un lead dev et un PM pour chaque squad qui sont un vrai duo et qui bossent en autonomie. En réalité, moi j'ai ce rôle un peu pivot entre l'ensemble de l'équipe. Ouais. Si tu as un lead dev et un PM qui font mon rôle à eux deux au sein de leur équipe, ça fonctionnerait très bien. Et après, il y aura juste des dépendances à gérer inter-équipe au niveau management. Et le lead dev, il doit prendre moins de tickets pour accompagner les autres devs ou pas forcément? Tout le monde se pose la question, j'ai envie de Ouais. dire dans le milieu, c'est une question piège. J'ai pas d'avis sur la question. Ça dépend du format et de la méthode de vos méthodes de travail, je pense. Souvent, en réalité, c'est quand même le lead dev, si c'est le plus technique, potentiellement il peut délivrer plus aussi. Donc je pense que c'est pas une question de ticket, c'est une question de sujets qui sont pris et d'appétence. Ok. Ok, et vous avez gardé le concept de backlog et le concept de user story qui est important dans Scrum. On a tout gardé de ce côté-là, Ouais. on a gardé tout à fait les user stories pour découper, pour nous permettre d'estimer. On a gardé le concept d'un backlog tout à fait tant au niveau feature que user story, de bug et d'announcement. Et on a gardé aussi des daily tous les matins pour se synchroniser et discuter et garder cette cohésion-là qui est importante justement dans l'équipe. Et des rétros tous les mois pour garder cet esprit d'équipe aussi pour améliorer les pratiques. Et tu as commencé un petit peu à en parler, mais peut-être qu'on peut revenir sur ce que tu appelles le PPP, Ouais. donc le Plan Progress Pain. Voilà, peut-être quand même réexpliquer un petit peu le concept, je pense qu'on peut l'approfondir, et la valeur ajoutée que Ouais, bien tu sûr. vois. C'est un concept alors, qui, mes deux fondateurs le font faire à toute l'équipe manager concrètement. Donc il y a vraiment 3 sections. Ce que j'ai fait dans la semaine et les objectifs que j'ai atteints, ce que j'ai prévu de faire cette semaine et les problèmes que j'ai rencontrés concrètement. C'est un email, basique. Vu qu'on enlevait les sprint planning, on avait quand même besoin d'avoir une communication et s'assurer que tout le monde est sur les bons sujets. Ouais. En réalité, on organise à la semaine, chacun s'organise à la semaine comme en autonomie, et il nous indique du coup qu'il est sur les bons sujets, ce qui nous permet de valider ça, et qu'on est sur les sujets prioritaires. Et donc dans l'email, on nous demande aussi de partager ces chiffres de vélocité, de ce qu'il a réalisé concrètement et ce qu'il lui reste à réaliser pour organiser concrètement, et est-ce qu'il sera à l'heure sur ces dates de mise en production. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment dans un exercice de transparence et d'auto-organisation qui est assez sain. S'il y a des sujets que vous ne voyez pas, vous pouvez réinterroger le développeur ou le PM. Inversement, s'il y a des sujets qui ne sont pas prioritaires, vous pouvez lui dire ça va peut-être pas bosser dessus. Et comme je disais, sur les pains, en fait, ça a une vraie valeur parce qu'il y a des sujets qu'on va vous donner en direct, il y a des sujets qu'on va vous donner à l'écrit, il y a des sujets qui sont des sujets d'équipe, de rétro, il y a des sujets qui se font au niveau daily. Et en fait, si c'est des sujets plus de management, nous on a des points que tous les mois avec l'équipe, avec les développeurs, ça remonte moins, ça remonte pas. Puis il y a des sujets qu'on n'a pas envie de poser à l'oral et qu'on a envie de bien poser par écrit aussi. Et donc ça permet vraiment de varier la capacité à recevoir des retours, des problèmes pour les désamorcer concrètement et recevoir du feedback. Et du coup, les daily que vous faites, qui sont assez similaires au Plan Progress Pain, vous gardez à peu près le schéma classique des daily, donc ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire aujourd'hui, Ouais, et tout les à fait. problématiques. Ok, d'accord. Ça permet juste après De s'ajuster à de une fréquence s'ajuster. plus importante. Le PPP est fait plutôt côté management. Ok. Et donc ça permet aussi de transversaliser l'info dans toute l'équipe. Ok. Parce que les pains du PPP, des pains qu'on n'a pas spécialement envie de dire à son collègue à côté, ça peut arriver. Voilà. Et donc du coup, c'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver. Et donc du coup, ça permet en fait d'avoir un peu une discrétion dans les emails de ce côté-là. Voilà. À l'inverse du daily où justement, là c'est vraiment toute l'équipe et donc c'est toute l'équipe qui va être embarquée dans le problème. Ok, ça marche. Ça marche. Et peut-être une dernière question sur cette partie de delivery avant de passer à la valeur ajoutée que tu vois avec ce nouveau mode de fonctionnement. Une question sur le cooldown. Donc il y a un concept de shape-up que vous avez mis en place. Donc c'est une semaine post-développement de feature où effectivement le développeur va pouvoir bosser sur d'autres sujets, notamment de la correction de bugs. Ouais, tout à fait. Souvent c'est compliqué de convaincre sur l'importance du cooldown.
quelle valeur ajoutée justement tu vois au niveau de tes équipes? Je vois deux sujets. Avant, on avait souvent par réflexe de dire bon, on va faire un sprint de correction de bugs. Du coup, on se retrouvait à faire un cooldown au niveau du quarter en dernière minute pour diminuer le backlog avant le prochain quarter, le prochain trimestre. C'est pas une bonne solution. Je pense pas que ça soit une bonne façon et un bon process de faire. Ça en plus génère de l'insatisfaction côté sales et stakeholders au global. Donc je déconseille ce format. Et c'est pour ça qu'en fait le cooldown, ça nous permet de prendre. En fait, ça permet qu'on continue. Il y ait toujours un développeur qui soit focalisé que sur ça, qui soit pas interrompu sur ces sujets. Ça se fait de manière souvent classique, parce qu'il y en a un qui est finalement dispo cette semaine-là, quelquefois plus. Ça nous permet de nous assurer de prioriser soit des petits sujets, soit des bugs enhancement, et ça permet au développeur de préparer son prochain sujet. Entre les design, tech review, kick-off, de prendre le temps d'aller bien comprendre la thématique, si besoin d'aller faire des recherches concrètement. Et donc c'est un mélange d'ensemble de cadrage et d'amélioration continue qui est assez important, je pense, et qui permet vraiment après des succès sur les dates de mise en production. C'est assez court comme temps, mais ça a un vrai impact. À un moment, on avait aussi essayé comme format, c'est qu'on avait un dev tournant. Donc du coup, par exemple, il travaillait sur une feature, et puis il y avait un dev qui interrompait sa semaine de travail et qui allait être en charge pendant une semaine des bugs. Mais ça marchait pas non plus, et ça ne permettait pas de baisser le backlog et de prendre en compte tous les retours, concrètement. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce format qui, je trouve, fonctionne mieux. Il faut juste prévoir le temps nécessaire, concrètement. Et en fait, on se rend compte que dans ce format-là, on est en train de réussir l'ensemble des objectifs qu'on s'était fixés sur le quarter, de delivery et de discovery. Et donc, tant côté valeur client qu'on est en train d'apporter que de mise en production et diminution du backlog de bugs, ça a un vrai impact. La vélocité de l'équipe, elle a fortement augmenté avec ce format-là, si on regarde les chiffres. Le nombre de bugs a une tendance à diminuer depuis qu'on a mis en place le cooldown depuis un mois aussi. Et la vitesse d'équipe à mettre en production des petits blocs et des features pour apporter de la valeur ajoutée est de plus en plus importante. On a fait l'erreur que tout le monde a fait de se dire on va faire une grosse refonte, un gros bloc, 6 mois de travail. On a fait ça sur notre back-office. Ça a été un échec. C'est aussi pour ça qu'on a changé tout notre format concrètement de travail, qui est celui qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et parce qu'on veut plus ça, on veut ultra découper des petites features régulièrement mises en production, qu'on a changé le format. Ok. Merci beaucoup, Guy. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de ce Twitch, plutôt autour de justement la valeur ajoutée. Et puis, une fois qu'on aura parlé de la valeur ajoutée que tu vois au niveau de votre nouvelle façon de fonctionner, on basculera sur le Club Sandwich. Donc, le Club Sandwich, c'est les questions du club. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à voter pour les questions qui vous intéressent. J'en prendrai 3. Donc, la valeur ajoutée du modèle aujourd'hui, Guy, tu dirais que c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Une meilleure façon de travailler entre dev et produit, concrètement. Il y avait énormément d'insatisfaction sur Chrome qui remontait avec des instances. On avait beau faire des instances de design review spécifiques avec toute l'équipe technique, le meeting de sprint planning et ainsi de suite. Avec les mêmes personnes qu'actuellement dans l'équipe, ça ne fonctionnait pas concrètement, humainement. Donc il y avait un enjeu de changement, pour être totalement transparent. Et donc maintenant, les retours en rétro sont hyper positifs. Et tout le monde est content de bosser de cette manière-là. Où il y a, avec ce lien Discovery, Delivery, le développeur qui a plus de temps pour travailler correctement ses features et aussi participer au cadrage, aux user stories et ainsi de suite, participer au découpage quand même derrière. Et ça a eu un grand impact. Le cooldown qui a amélioré la prise en charge des bugs et qui a fortement permis de diminuer et d'être plus réactif sur le sujet. Et après, réellement, la vélocité et la prédictibilité de nos mises en production qui a été fortement amélioré au sein de l'équipe. Et ça a enlevé un effet mais je ferai ça demain, qui était important. Et maintenant, on ne peut plus se cacher concrètement. Il y a un contrat de confiance à chaque fois qui est fait pour chaque feature. Et du coup, après, on part en production idéalement le jour J. Et sinon, avec quelques jours de retard, mais on essaie de comprendre pourquoi. Ça nous a permis aussi d'améliorer nos rétros. Parce qu'en fait, on arrive avec des vrais faits. On n'a pas atteint l'objectif. Pourquoi ? C'est pas des ressentis, juste de la vélocité. Concrètement. Et donc, grâce à ça, il y a des vraies discussions qui peuvent être menées dans les équipes. Ok. Tu aurais des petits KPI à nous donner justement qui illustrent cette valeur ajoutée qui a été créée Ouais, alors depuis avant les cooldowns, on avait actuellement 80 bugs dans le backlog, ce qui était énorme. Là, on vient de les redescendre à moins de 50, concrètement, avec une vraie collision. À un moment, il y avait un manque de cadrage et des tickets qui n'étaient pas lus par un manque de confiance côté développeur. Concrètement, maintenant, vu qu'ils participent à les écrire, il y a plus de problèmes. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de nouvelles US créées au fur et à mesure des nouvelles features.
Donc il n'y a pas 10 points en plus rajoutés à chaque feature par manque de cadrage, puisque ça a été fait en commun entre dev et tech. Donc ça nous a permis de dérisquer du coup ça aussi, et les estimations. Et après, du coup, cette vélocité qui a augmenté, avant on était plus à une moyenne de points à 5 personnes par jour, qui est en train de progresser et d'aller vers les 6,5 actuellement. Ok, canon. Vous lui avez donné un petit nom à cette méthode maison? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Si vous avez des noms en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je te propose le Dwitch Fleet. Le Twitch Fleet, ça risque d'être un peu copié par ici. J'ai peur du copyright. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au club sandwich. Donc, je vais prendre 3 questions du club, 3 questions de la communauté. Et donc, Marie-Solène, je te laisse nous apporter les 3 questions. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous voyez Marie-Solène à l'écran, mais Marie-Solène, c'est la personne qui s'occupe de toute l'organisation des Twitch, donc qu'on remercie fortement. Alors, on a une première question de Maëva. Avez-vous réussi à garder de la visibilité sur les livraisons à venir, planification sans Scrum? Si oui, comment? Du coup, la prédictabilité, elle vient des dates qui sont données concrètement. Donc, il y a des mises en production, pour être hyper précis, qui sont faites tous les jours, en réalité, pour des résolutions de bugs, des fixes, et ainsi de suite. Mais du coup, la prédictabilité des grosses sorties, elle vient des dates qui sont fixées en avance de phase, concrètement. Que vous arrivez à respecter? Qu'on arrive à respecter 90% du temps, je pense, actuellement. Donc finalement, aujourd'hui, la visibilité et la prédictabilité, c'est pas un problème. Pas un sujet, vraiment. D'accord. Concrètement. Le sujet, c'est du coup de bien anticiper côté produit et d'être à l'heure, mais du coup, on cale notre agenda par rapport à ça, concrètement. Ok. J'ai une question de Jeanne. Comment vous gérez les critical bugs dans le framework Kanban? Sont-ils priorisés immédiatement en cours? Alors, on a fixé donc du coup pour les bugs, les cooldowns, on va surtout gérer du coup les bugs should have, must have, nice to have, et ainsi de suite. En réalité, on a fixé des ETA pour les bugs critical, c'est une journée pour les mettre en production. Donc, on l'envoie par Slack à un développeur qui fait partie du sujet et de la squad et on essaie de changer régulièrement selon le sujet. Et il a une journée du coup pour mettre en production le fixe, c'est la target. Pour des bugs must have, c'est 7 jours. Et pour le reste, c'est dans le cooldown. Ok. Et donc là, comment vous choisissez le développeur qui va s'occuper de ce bug-là? Ça va dépendre de sa squad et de la complexité du sujet selon la seniorité. Donc il a été fixé que les sujets simples, c'était les devs plus et juniors, et les sujets beaucoup plus complexes, c'était les devs seniors. Et donc après, vous décalez la date de livraison de la feature de ce développeur? C'est prévu dans les dates qui fixent de savoir qu'il y a les bugs critiques à gérer. Ok. Voilà. D'accord, ok. Donc, on considère que c'est dans leur squad et que c'est à eux d'anticiper ça dans leur chiffrage. Si vraiment, à l'inverse, il y a eu un bug critique qui a pris plus d'une journée et pris plus d'une heure en réalité, là, souvent, là, dans le PPP, on en discute et on voit pour un décalage potentiel, oui. Mais c'est à la marge. Ok, et il y a une troisième question de Maëva. Vous chiffrez les tickets, mais vous n'avez plus de notion de vélocité. Comment utilisez-vous ces estimations? On a toujours une notion de vélocité parce qu'en fait, vu qu'il m'envoie le chiffrage toutes les semaines, les résultats toutes les semaines, après nous on reporte ça dans un fichier concrètement qui nous permet à la semaine de nous assurer de la vélocité et de voir si ça une vélocité individuelle ou d'équipe? Une vélocité individuelle, qui est vraie actuellement. Après on calcule la vélocité d'équipe du coup, mais elle est faite au niveau individuel. Celle qui nous importe et qu'on regarde côté management, c'est celle d'équipe. Mais du coup, je pars de l'individuel pour faire la vélocité d'équipe. Et donc, typiquement, pour les estimations, comment vous fonctionnez? Parce que je suppose qu'en fonction du niveau de seniorité d'un développeur... Pour les devs seniors, ils le font en autonomie, avec une certaine confiance. Pour les devs juniors, c'est accompagné d'un dev senior. Donc, c'est-à-dire qu'une estimation d'une feature, de développement de feature, peut être différente en fonction d'un dev senior ou d'un dev junior. C'est-à-dire que vous allez accorder peut-être plus de temps pour un développeur junior que pour un développeur senior. Ou pas forcément? Pas forcément, ça va dépendre de la complexité concrètement. Mais oui, on en tiendra compte. Ok, et du coup, avec tout ça, vous arrivez, parce que tu dis que vous avez du coup une vélocité d'équipe, vous arrivez à garder effectivement des estimations qui sont bonnes au niveau de... De ce qu'on a vu, oui, depuis le mois de mars, des calculs qu'on a fait. La seule période où il y a une vélocité moindre, c'est la semaine où il y avait que 2 jours de travail, on pourrait dire en France, la semaine du mois de mai, là, du 8 mai, mais où la France était à l'arrêt. Mais sinon, c'est tout, non. C'est pas de problème de ce côté-là. Ok, donc, merci au club pour les questions.
pour cette première session de Club Sandwich. Après le Club Sandwich, on va passer au flash casse-dalle. Donc ça, c'est des questions habituelles, Guy. Donc j'ai quelques questions à te poser qui sont plus généralistes. On va sortir un petit peu du CAFLIT. Et donc l'idée, c'est d'y répondre en 20-30 secondes. Première question, le ou la product manager, product leader qui t'inspire et que l'on devrait potentiellement inviter sur ce Twitch. Je les ai lus en plus, donc je m'étais préparé, mais j'ai oublié. Sinon, c'est pas drôle. Non, mais il y en a plusieurs qui m'inspirent. Moi, il y a quelqu'un avec qui je discute régulièrement, deux personnes avec qui j'ai discuté régulièrement, que je trouve hyper intéressant. Il y a Alexandre Takas, par son historique, qui m'avait apporté. Moi, j'ai vu en manager chez Viadeo à l'époque, j'étais en stage, au tout début de ma carrière de produit. Et il y a Philippe Larocque, qui est derrière Peers, qui permet à chaque fois des rencontres étonnantes d'autres product managers et d'apprendre beaucoup de choses, et qui a un mindset hyper intéressant pour accompagner les premiers PM, et qui a quelques belles réussites de ce côté-là, et qui est un bel exemple, je pense, pour toutes les personnes qui commencent un job de premier PM en startup. Ok, canon. Est-ce que tu aurais, Guy, une ressource produit à nous recommander? Ça peut être un podcast, un livre, un template, un outil. Dans les podcasts, j'écoute pas mal celui de Lenny, le podcast américain, qui est intéressant de ce côté-là. Et sinon, moi j'ai beaucoup écouté à l'époque French Produit, qui entre-temps a été arrêté, mais qui était hyper French intéressant. Et sinon, il y a toute la conférence de la French, du ticket, de French Produit qui viennent de sortir, avec les articles du ticket. Et le ticket, de manière globale, pas au niveau podcast, mais au niveau que j'écoute pas, je reconnais, mais au niveau blog, et a souvent des très très bons dossiers, hyper intéressants, entre autres pour ceux qui veulent creuser différentes thématiques. Le concept produit qui t'a le plus aidé dans ta carrière? Du coup, je vais pas dire Scrum. Non, le concept produit qui m'a le plus aidé, je pense que c'est pas un concept produit, mais c'est les rencontres entre pairs. Okay. C'est vraiment les rencontres entre pairs. Parce que souvent, dans les équipes produits, on a tous fait soit une école d'ingénieur, une école de commerce. On a arrêté, on n'a pas été spécifiquement formé à notre métier. Et donc, du coup, on a souvent un syndrome de l'imposteur. Et je trouve que rencontrer d'autres product managers pour discuter de ces problématiques, ça permet de s'enlever le syndrome de l'imposteur. Et c'est ça la clé, je pense, pour réussir. Ça marche. Plus globalement, un truc qui a changé ta vie de product? Comprendre que si tu fais pas de discovery, mais que tu es sûr de tes intuitions, ça peut tout aussi bien marcher quelquefois. Et il faut se faire confiance. Du coup. L'intuition, parce qu'on a travaillé en des mois à discuter avec des utilisateurs, elle existe. En fait, c'est une discovery qu'on a au fond de notre tête, de plein de choses qu'on a réalisées en amont, de benchmarks qu'on a fait. Et c'est pas parce qu'on n'est pas en mesure d'aller... on n'a pas refait 5 interviews sur cette thématique spécifique qu'on ne connaît pas la bonne solution. Et qu'un bon interview, un bon retour utilisateur, si on a l'intuition que c'est la bonne chose à faire, souvent il faut y aller et c'est bon. Ouais. Parce que je dis souvent, c'est que l'intuition, c'est pas du doigt mouillé. L'intuition, c'est un muscle qu'on travaille à force de rencontrer ses utilisateurs, lire des études sectorielles, avoir la tête dans son produit. C'est sûr qu'on commence à développer une intuition. Et comme tu dis, parfois il faut se faire confiance et prendre certains risques au niveau de son produit. Tout à fait. Grâce à c'est un muscle qui se travaille, mais prenez le temps de le travailler. Même lire des articles sur votre secteur et ainsi de suite, comme tu dis, c'est hyper important. Bencher et avoir un œil nouveau dès que vous utilisez une nouvelle application ou dès qu'une mise à jour sort. Je pense que dans toutes les équipes produits, quand Lydia est sortie avec Summeria, tout le monde en a parlé. Ça, c'est garder son œil neuf et son œil critique. Pareil quand Decathlon sur sa nouvelle brand et ainsi de suite. Tester les nouveaux parcours, regarder les nouveaux formats pour apprendre et essayer. Si vous n'avez pas essayé ChatGPT le premier mois de sa sortie et que vous êtes PM, je pense qu'il y a un problème. Et bossez votre curiosité et votre muscle. Si ta vie était un proverbe, quel serait-il? Je ne l'ai pas préparé, j'ai oublié. Si ma vie était un proverbe, quel serait-il? Plutôt quelque chose autour de la curiosité. Concrètement, j'aime beaucoup découvrir et essayer de nouvelles choses. Et si ma vie était un proverbe, c'est soit de la curiosité, soit par rapport à la gastronomie et les restaurants. Concrètement. Là où tout le monde vous dira que je suis capable de vous citer une bonne adresse dans n'importe quel quartier de Paris. Donc, c'est quelque chose d'important. Une petite pub spécifique pour une adresse que tu as découverte il n'y a pas très longtemps? Dernièrement, double rue Lamarck, très bon japonais franco avec des pâtes incroyables que je recommande à tous les gens avec qui je parle restaurant, et mes collègues n'en peuvent plus. Ils se demandent si je ne suis pas actionnaire, ce n'est pas le cas. Tu nous cites pas une adresse de sandwich? Ils font des onigiri, qui est un peu les sandwichs japonais, mine de rien. Ok.
Écoute Guy, on arrive au bout de ce Dwitch produit. Un grand merci à toi et un grand merci à l'ensemble de nos Dwitchers. Je vais vous appeler comme ça à partir de maintenant. Merci à Donc tous. j'espère que ça vous a plu. Peut-être Guy, pour clôturer un petit peu ce Dwitch produit, est-ce que tu aurais un message à faire passer à la communauté, quelque On chose? recrute actuellement un stagiaire en product design, donc n'hésitez pas à candidater si ça vous intéresse. Et puis si vous avez des questions ou autres après ce webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Je reste disponible pour discuter avec grand plaisir. Un grand merci Guy, un grand merci aux à Dwitchers. vous, Bazory, pour l'accueil et merci à toute l'équipe pour une Avec place. grand plaisir. Merci à tous. Merci.